Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Salon Business Industrie Dijon, bienvenue sur ce plateau télévisé où j'ai le plaisir d'accueillir pendant ces 2 jours, ici au Parc des Expositions de Dijon, les acteurs de l'industrie en Bourgogne-Franche-Comté pour évoquer les sujets, les enjeux qui touchent à l'industrie. Et parmi ces enjeux, c'est presque un fil rouge de notre salon cette année, les questions de digital, de numérique et d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui nous réunit ce matin. Je vais vous présenter nos intervenants dans un instant, en commençant par Adeline Guédot, commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises à la DREETS Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes référente intelligence artificielle au sein de cette administration. Je vais résumer très simplement en disant que cette administration, c'est le service économique de l'État dans la région. Une question un peu personnelle pour commencer, Adeline. Vous vous êtes personnellement formée aux questions d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Oui, exactement. Merci Patrice. Je me suis formée aux questions d'intelligence artificielle parce que j'accompagne les entreprises plutôt sur un angle financier depuis de nombreuses années. Et je me suis dirigée vers cette voie aussi en me disant qu'une compréhension des enjeux d'intelligence artificielle serait un plus pour faire du lien sur tous les sujets de compétitivité, de décarbonation et d'innovation que les entreprises rencontrent industrielles au quotidien, qu'elles soient PME ou ETI. Alors c'est une conviction personnelle, mais c'est une conviction plus large, c'est une conviction partagée par l'ensemble des services de l'État, puisque l'État a la volonté d'accompagner les entreprises dans l'adoption de solutions d'IA. Exactement. Alors vous l'avez souligné très justement, le service économique de l'État en région, qui est rattaché à la DREETS Bourgogne-Franche-Comté, compte 12 personnes qui ont des responsabilités de filière, des responsabilités d'accompagnement de la difficulté, ce qui est mon cas, de transformation, de restructuration. Et nous avons l'État a lancé en mars 2024 un grand plan d'adoption de l'IA pour permettre à toutes les PME, ETI, industrielles, de s'intéresser, de s'acculturer, de comprendre les enjeux de l'IA et puis d'avancer avec les bons accompagnateurs de l'écosystème public et privé. Ils sont nombreux. Donc il faut les identifier, il faut pouvoir s'assurer que ce sont des personnes compétentes et adaptées aux besoins industriels des entreprises qui se posent des questions sur les solutions d'intelligence artificielle et dans quelle mesure ces solutions peuvent être un plus pour leur productivité demain, leur compétitivité et toutes leurs contraintes industrielles. Cet accompagnement de l'État, concrètement, il prend quelle forme ? Alors concrètement, nous approchons les entreprises, PME industrielles. Nous avons rencontré d'ailleurs Aurélien de Savoie il n'y a pas très longtemps avec Estelle Wolf qui s'occupe du numérique et de l'innovation au sein du service économique de l'État. Nous identifions comment ces entreprises avancent avec l'intelligence artificielle. Donc certaines sont à un niveau de réflexion, d'autres à un niveau de déploiement, ce qui est le cas de Savoie, et d'autres sont à un niveau presque de cas d'usage. Et déjà, elles l'ont intégré soit dans leur process industriel, soit dans leur process interne via de l'IA générative. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse quand même, parce que nous sommes très industrie, et c'est pour ça qu'on est au Salon Business Industrie aujourd'hui, c'est vraiment d'identifier comment l'IA peut apporter des solutions sur les process industriels. Alors je parle de la qualité par exemple, et sur les process d'amélioration industrielle. Alors ça peut être de la maintenance par exemple, Aurélien en parlera tout à l'heure, mais voilà, ce sont des sujets, on va dire, un peu éloignés de l'IA générative, mais qui sont très importants pour favoriser en fait une acculturation de l'IA par les PME industrielles. On va revenir dans un instant sur ce que l'IA permet d'apporter aux entreprises, y compris avec le témoignage des 2 entrepreneurs qui sont avec nous aujourd'hui. Concrètement, combien d'entreprises vous avez visitées ou vous accompagnez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a mis en place le sujet en mars 2024. Nous sommes à 6 mois de ce projet qui est également piloté par la Direction générale des entreprises. Et nous avons visité une quinzaine d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté qui ont réfléchi ou déployé des solutions IA. Voilà, ça nous permet de créer un observatoire aussi, d'analyser cet observatoire et de prendre en compte toutes celles qui ont réellement bien avancé, comment elles ont bien avancé, comment est-ce qu'on peut les aider à déployer jusqu'au bout,
via des processus d'accompagnement financier comme IA Booster par exemple, via l'opérateur BPI. Et nous avons aussi l'objectif de créer une forme de locomotive, si vous voulez. Donc toutes ces PME qui auront déployé, avancé, réfléchi, elles peuvent être demain des locomotives pour d'autres PME ou ETI industrielles en région Bourgogne-Franche-Comté. Des early adopters, en fait, qui seront les ambassadeurs finalement de l'IA dans les entreprises. Voilà. C'est ça l'idée. Voilà, des ambassadeurs. Alors, on a également en plus un programme ambassadeur qui est très intéressant, qui va être lancé sous forme d'appel à manifestation d'intérêt, que nous allons lancer très très prochainement d'ailleurs. Et nous allons demander à tous les opérateurs au niveau national dans quelle mesure ils peuvent accompagner les PME ou ETI sur une acculturation et une intégration de l'IA. Ce recensement va permettre en fait d'identifier quels opérateurs pour quels besoins. Parce qu'en fait, les PME, elles ont aussi besoin d'être accompagnées sur la rapidité d'exécution, sur la fiabilité de l'exécution et sur la compétence. Voilà. Donc, on va faciliter tout ça pour que les PME et les ETI demain puissent avancer sereinement sur une acculturation, une adoption de l'IA. Alors vous parlez d'acculturation, vous parlez de 15 entreprises qui sont un peu en avance par rapport aux autres. Les autres derrière, comment vous les sentez? Elles sont dubitatives, réticentes? Je pense pas qu'elles soient réticentes. Je pense pas. On en parlait tout à l'heure avec Aurélien. Je pense pas que ça soit une réticence. Je pense que l'IA c'est quelque part une transformation, comme l'était la robotique dans les années 90. Donc c'est une transformation, c'est une réflexion de la part du dirigeant de l'entreprise, c'est une réflexion dans l'entreprise. Je pense qu'il faut définir le besoin métier. On part toujours d'un besoin et ce besoin métier, s'il n'a pas été bien identifié au démarrage ou bien compris, c'est difficile de se lancer dans l'IA. Voilà. Après, il y a le sujet de la donnée, mais ces messieurs en parleront également. Récupérer la donnée, l'information. On parle de données, mais c'est l'information qu'il y a au sein de l'entreprise, de l'information chiffrée, de l'information sous forme d'image ou de l'information sous forme de tableau. Comment elle est organisée, comment elle est structurée et comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour la diriger vers des solutions IA. Voilà. Donc certaines PME ne sont pas encore numériquement prêtes sur ces sujets-là. Voilà. Donc il faut aussi qu'on les aide à s'acculturer sur ces sujets-là. On va le voir tout de suite avec l'exemple d'une entreprise que vous évoquiez il y a un instant. Aurélien Legui, vous êtes responsable d'innovation chez Savoie. Donc Savoie, c'est un constructeur et un fabricant d'équipements logistiques intra-entreprise, c'est-à-dire la logistique à l'intérieur de l'entreprise. Vous êtes basé à Dijon et vous vous installez bientôt dans votre nouveau site de Longwy. L'utilisation de l'IA dans vos produits aujourd'hui en logistique d'entreprise, concrètement, ça existe déjà ? Oui, alors tout à fait. Donc Savoie, on est effectivement concepteur, fabricant et intégrateur de solutions intralogistiques. Donc notre métier, c'est de fabriquer des entrepôts logistiques robotisés et on fait tout le logiciel aussi qui va ensuite optimiser les opérations dans l'entrepôt, donc que ce soit la façon dont les robots réalisent leur mission, il y a tout un tas d'algorithmes d'optimisation qui se cachent derrière, et puis l'orchestration ensuite du centre logistique de façon générale, voire même l'organisation entre centres logistiques. Donc se pose à nous tout un tas de problématiques d'optimisation et notamment la grande thématique qu'on poursuit aujourd'hui, c'est comment donner à l'entrepôt des capacités d'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, ces objets, ils sont très bien paramétrés, il y a de l'optimisation très complexe derrière, mais ce sont des objets réactifs. On attend que des situations se manifestent pour y répondre. Donc on a toujours un petit train de retard. Et donc, une des grandes opportunités que peut offrir l'IA aujourd'hui, c'est d'être capable d'anticiper correctement des situations futures et de s'adapter dès à présent à ces situations futures correctement anticipées. Donc ça, c'est la thématique générale. Ensuite, ça se décline en tout un tas de cas très pratiques. Ouais. Par exemple, je suis manager d'un entrepôt Savoie aujourd'hui. Je veux prévoir mon besoin de main-d'œuvre demain, après-demain et tous les jours dans les 30 prochains jours. Ouais. Comment je fais ça ? Aujourd'hui, la façon dont on fait ça, on regarde l'année dernière à la même date, quel était mon niveau de demande, et puis je vais prévoir en conséquence. Évidemment,
avec la donnée de qualité sur 1 an, 2 ans d'opération, on peut faire beaucoup mieux et on peut notamment utiliser des algorithmes de machine learning pour anticiper correctement le niveau de demande. Donc ça, on est capable de le faire. C'est intégré dans nos produits, ça c'est industrialisé, c'est vendu et ça nous permet de prévoir la main-d'œuvre donc dans les prochains jours avec une erreur, on va dire, autour de 5 à 10% si la donnée d'entrée évidemment est de bonne qualité. Et cette intelligence artificielle, elle prend en compte les données de l'année d'avant, des années précédentes éventuellement. Elle a une vision plus globale, plus complète et surtout plus rapidement que le cerveau humain. Ah, voilà, on peut avoir des prédictions qui sont très rapides, mais surtout elles sont plus précises. C'est là évidemment qu'il y a du retour sur investissement pour nos clients d'investir dans un module qui peut aller plus loin. C'est parce que on est capable de faire une erreur qui est beaucoup plus petite, même que l'expert humain. Ça implique, et c'est le sujet qu'évoquait Adeline il y a un instant, que votre client ait de la donnée fiable et exploitable par cette intelligence artificielle. Le cœur du sujet, il est là. Voilà, le cœur du sujet, il est là. Si dans votre département de R&D ou d'innovation, vous développez un prototype qui est capable de faire cette prédiction précise sur 2 ans d'historique, c'est très bien, mais vous avez fait 5% du travail. Oui. Les 95% qui restent, c'est comment je vais mettre ce module qui a été développé en production, comment je le connecte automatiquement à un flux de données, comment je m'assure que cette donnée, elle est de qualité, comment je m'assure que cette donnée, elle est toujours fidèle à la donnée qui a été utilisée pour entraîner le modèle. Est-ce que si j'équipe un entrepôt pour la cosmétique, par exemple, qui faisait des rouges à lèvres, si demain il commence à faire du parfum, eh ben probablement que ce changement sous-jacent dans la donnée va changer les choses et peut-être que les performances du modèle, voilà, ne seront plus les mêmes. Pour vous, c'est, j'allais dire, c'est presque un nouveau métier. En tout cas, c'est un métier complémentaire de celui que vous faisiez précédemment. Vous fabriquez, vous concevez les robots. Je pense que c'est quelque chose qui est dans votre ADN depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose de nouveau, l'IA? En fait, c'est dans la continuité de ce qu'on faisait jusqu'à présent, hein, parce que chez nous, l'IA, c'est pas que le machine learning, c'est aussi tout ce qu'on appelle la recherche opérationnelle, donc la recherche de solutions avancées à des problèmes d'optimisation complexes. Et donc, la nouveauté avec le machine learning, c'est surtout l'emploi de la donnée. C'est le fait qu'il faut se restructurer pour être capable justement de gérer cette remontée d'informations, de la traiter proprement, de la mettre à disposition de notre applicatif, de créer les environnements pour pouvoir déployer, enfin pour pouvoir construire puis déployer ces briques de machine learning. C'est là qu'est vraiment la nouveauté. Et là, vous travaillez avec votre client sur ce sujet-là. Ça aussi, c'est nouveau. Jusqu'à présent, vous ne vous occupiez pas forcément des données que gérait votre client. Là, vous êtes amené à le faire, du coup, pour rendre opérationnel cette IA. Alors, tout à fait. Alors, on traitait déjà la donnée de nos clients, mais typiquement plutôt sur des problématiques de maintenance. Hein. Donc, on utilisait la donnée de nos clients pour comprendre les problèmes qui s'étaient manifestés sur leur site et être capable d'apporter une solution le plus rapidement possible. Là, la nouveauté, c'est qu'on va faire ça de façon automatique et qu'on va aller traiter automatiquement cette donnée. Donc, ça veut dire effectivement un changement dans la nature de la relation avec nos clients où on rentre dans une démarche un peu plus partenariale. Ouais. Ça a aussi des impacts sur les contrats. Ça veut dire qu'il faut qu'on revoie nos contrats avec ces gens-là hein, pour qu'on ait le droit d'extraire cette donnée et de la traiter voilà, en toute transparence et en toute légalité. Donc, c'est intéressant de constater comment l'IA fait évoluer le métier historique de votre entreprise, du coup en vous positionnant comme un partenaire et un acteur de la vie de l'entreprise dans laquelle vous installez. Ouais, tout à fait. Et en interne, ça a aussi des conséquences. On en parlait tout à l'heure avec... poser la question de l'équipe que vous avez constituée du coup pour répondre à ces nouveaux enjeux. Alors, pour répondre à ces nouveaux besoins, on a constitué une équipe. Alors, on l'a constituée à la base autour de talents existants dans l'entreprise qui se sont formés au machine learning, qui se sont formés, qui sont montés en compétences jusqu'au point où ils ont gagné des challenges mondiaux d'IA. Donc, on peut s'auto-former et arriver vraiment au sommet. Oui. Hein, on a quand même un tech lead chez nous qui a battu une équipe de Google, de Facebook, etc. sur un challenge de forecast. Hein, donc on peut y arriver. Oui. Et on s'appuie aussi sur les doctorats, notamment les tests CIFRE, hein, qui nous permettent de construire une équipe de talents sur ces problématiques-là en collaboration avec des tuteurs académiques qui nous permettent évidemment d'avoir un transfert de compétences de labos de pointe en France vers notre entreprise. Mais on est encore aujourd'hui, on est dans les débuts de l'IA, hein, donc c'est bon de rappeler qu'effectivement les académiques, les universités, les laboratoires sont des partenaires privilégiés des entreprises aujourd'hui pour développer des solutions IA. Tout à fait. On va voir du côté d'Atoll CD comment vous intégrez l'IA. Alors je dirais que chez vous c'est pas naturel, mais on se dit que ça doit être plus facile puisque votre métier c'est le numérique, c'est l'informatique. Vous êtes une entreprise de services numériques. Vous êtes basé à Gevrey-Chambertin. Vous avez des bureaux à Dijon, à Besançon. Vous avez des représentations commerciales également à Paris et à Lyon. Vous êtes une grosse entreprise de services numériques de la région avec 270 collaborateurs. Alors votre métier c'était la conception, l'installation et l'exploitation de logiciels. L'IA, elle est chez vous depuis quand ?
Alors finalement, pour nous, l'IA, elle est déjà depuis presque le début, puisque Atoll CD, c'est vraiment un intégrateur de solutions, notamment pour la gestion des données. Et comme on l'a dit, la donnée, c'est le nerf de la guerre. Et donc, chez Atoll, on adresse plusieurs verticaux, alors que ce soit dans le secteur industriel, agricole, ou notamment sur tout ce qui concerne la dématérialisation. Donc, la donnée, la gestion de la donnée est vraiment au cœur de notre processus. Et finalement, l'IA, ça reste l'étape d'après qui est un petit peu naturelle pour nous. Alors, on monte vraiment en puissance sur ce sujet-là depuis quelques années maintenant, notamment avec des partenariats qu'on crée avec des entreprises locales, à la fois sur des verticaux plutôt sur la santé, par exemple, notamment. Ouais. Donc, on a un partenariat avec le CHU de Dijon sur ces sujets-là. CHU de Dijon qui est le premier de France à avoir recruté un spécialiste en IA. Exactement. Il faut le rappeler quand même, parce Ouais, qu'on en est fiers. Je vous en prie. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit chez nos clients, alors c'est surtout dû au boom de ChatGPT, ce fameux 30 novembre 2022, mais c'est un vrai besoin sur tout ce qui concerne l'IA générative et la capacité à interagir avec un corpus documentaire. On travaille beaucoup avec des collectivités locales et publiques qui ont des besoins de dématérialisation et qui ont envie d'interagir avec leur corpus documentaire, mais d'une façon beaucoup plus naturelle que par une simple recherche par mots-clés. Et c'est vraiment un besoin qui remonte aujourd'hui. Et c'est important pour nous parce qu'en termes de gestion de données, c'est un autre paradigme. Ça veut dire vraiment penser, indexer les données par rapport à ce besoin-là. Et en IA générative, finalement, ce travail de la donnée, ça peut être 60 à 80% du travail final. Bien sûr. Olivier Beltrabo-Martin, vous êtes ingénieur IA chez Atoll CD, j'aurais dû le préciser d'emblée, ingénieur IA ou IA évangéliste, comme on dit parfois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore besoin, alors il y a besoin de compétences spécialisées, vous l'incarnez, mais il y a aussi besoin d'expliquer, Exactement. de convaincre, de rassurer peut-être. Tout à fait. Donc, on le disait tout à l'heure, l'acculturation, c'est vraiment important. Très souvent, on a des clients qui nous disent je veux faire de l'IA. Mais en pratique, l'IA, ça reste un outil dans notre boîte à outils. Et la question, c'est pas est-ce que je veux faire de l'IA, mais j'ai des données, j'ai un business, comment je peux utiliser l'IA pour améliorer mon business? Et donc, il y a vraiment besoin d'amener cette compréhension de l'IA, qu'est-ce qu'elle nous offre comme capacité, pour ensuite démystifier les possibilités, démystifier les risques aussi, que ça soit pour nos clients, mais même en interne, puisque en fait, on peut utiliser l'IA, mais on l'a subi aussi à travers les médias, à travers tout ce qu'elle peut véhiculer de positif et de négatif. Et donc, c'est vraiment très critique finalement de se sensibiliser à ce que peut offrir l'IA en termes de points positifs et négatifs. Vous savez, Olivier, moi je suis assez fan de l'illustration par l'exemple. Donc, si vous avez un ou deux exemples évocateurs de solutions IA qui ont changé la vie de vos clients, je suis assez preneur. Nous sommes preneurs d'ailleurs. Tout à fait. Alors, comme on disait tout à l'heure, sur l'IA générative, on est en train de créer justement des chatbots. Et souvent, nos clients ils nous posent la question, moi je veux utiliser un ChatGPT, mais mes données, je veux pas qu'elles partent, je veux pas qu'elles fuitent dans un cloud, je sais pas où elles sont. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que on prend le parti de l'open source, c'est vraiment quelque chose dans l'ADN d'Atoll, et du local, du déploiement on-premise de modèles IA. Et en fait, on crée des chatbots qui vont être déployés chez nos clients et qui vont leur permettre d'interagir avec leur corpus documentaire, tout en conservant justement cette notion de confidentialité et de sécurisation des données. Ça, c'est vraiment c'est presque 80% du travail qu'on va nous demander sur de l'IA aujourd'hui. D'accord. Donc chatbot dans des entreprises qui sont des entreprises industrielles de services. Exactement. Exactement. Voilà. Et ces chatbots intégrant de l'IA, quelle est leur plus-value par rapport à un chatbot assez classique Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir exprimer un souhait, une requête en langage naturel. Oui. Et donc, vous allez pouvoir, comme ça, ajouter de la nuance dans votre requête, qu'on va ensuite convertir en un ensemble d'indicateurs qui vont nous permettre d'aller fouiller dans les documents, de trouver les documents qui correspondent effectivement à la requête, et puis ensuite de générer une réponse. Donc, on a une rapidité d'exécution. Ça nous donne en fait une accessibilité à des téraoctets de données assez facilement.
Et donc, en termes de processus et de temps consacré à des tâches chronophages, on peut vraiment réduire drastiquement ce temps-là. Ouais, et puis une interface beaucoup plus sympa. Exactement. On discute avec son chatbot. Exactement. Au lieu le champ texte, c'est Google il y a 20 ans. Ouais. ChatGPT a repris la même chose. Le champ texte, c'est vraiment excessivement efficace. Même question qu'à votre collègue. Finalement, pour vous, c'est aussi le développement d'une nouvelle activité ou d'une activité complémentaire qui consiste à aller chez le client, l'aider à gérer la donnée, à structurer, à stocker, à organiser sa donnée pour que l'IA fonctionne. Et c'est pour vous la question, Olivier. Oui, alors comme je disais tout à l'heure, la structuration de la donnée, c'est vraiment essentiel. Ouais. Nous, on accompagne les clients justement de la phase de la collecte sur comment on va l'héberger, comment on va la structurer. Donc notamment Atoll est certifié HDS. Donc les problématiques de données liées à la santé, c'est une problématique dédiée qu'on adresse particulièrement. Et il y a toute une phase justement qui est importante dans cette donnée. Ça va être l'indexation, ça va être le traitement qu'on va en faire. Et donc là, c'est pas quelque chose forcément de naturel chez nos clients. On part très souvent de données brutes. Donc il faut vraiment reprendre tout le processus de la collecte jusqu'à la structuration. Comment on va organiser nos données, comment on va les gouverner. Ça, c'est un point qui est très essentiel, la gouvernance des données. Qui en est responsable? Oui. La qualification de la donnée, est-ce qu'elles sont complètes? Est-ce qu'elles sont exactes? Est-ce qu'on comprend leur signification physique? Quel type de format on veut utiliser, et tout ça, ça va dépendre de l'utilisation. Et donc chez Atoll, on développe finalement une vue assez complète de la donnée jusqu'à l'utilisation de l'IA qu'on peut en faire. Et donc ça va nous permettre justement d'adapter tous les processus pour arriver à l'objectif. Donc chez vous, il y a des IA évangélistes, et dans les entreprises, on voit arriver maintenant les data managers ou les data scientists, dont le métier est effectivement de gérer la donnée. Adeline, quel est le message de l'État aujourd'hui sur ce sujet-là? Parce que tout le monde dit l'IA, on regarde, on commence à expérimenter des choses, on commence à en implémenter un petit peu. Ça sert à quoi fondamentalement? Quel est aujourd'hui le message de l'État sur ce sujet-là? Pourquoi on doit se poser la question de l'installation, de l'implantation de l'IA dans les entreprises? C'est une très bonne question, Patrice. On en parlait un peu avec Aurélien tout à l'heure. En fait, l'IA, c'est une transformation, mais toute transformation est bonne à prendre parce qu'une entreprise, elle a des cycles. Elle a des cycles hauts, des cycles bas, et elle a des marchés, elle a des contraintes. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont, je pense, beaucoup plus résilients qu'il y a 20 ou 30 ans parce que les contraintes internes et externes sont très, très fortes. Donc, il y a la décarbonation qui est un enjeu un peu prégnant chez toutes les entreprises, petites, moyennes, grosses. Donc, en fait, toute transformation est bonne à prendre quand c'est un outil. Tout à l'heure, on a parlé d'outils, mais c'est ça, l'IA, c'est un outil. Et donc, comme c'est un outil et que les entreprises doivent se transformer pour rester compétitives, est-ce qu'elles n'ont pas intérêt quand même à s'intéresser au sujet, à regarder le sujet? Et alors après, est-ce que elles iront jusqu'au bout avec l'IA, ou est-ce que cette réflexion leur amènera une réflexion métier qui sera peut-être juste de la collecte de données et puis une information supplémentaire avant de franchir une autre étape. Voilà. Il faut pas que ça soit une fin en soi, l'IA, mais il faut que ça soit vraiment perçu comme quelque chose qui va engendrer une transformation. Voilà. C'est aujourd'hui accessible technologiquement et surtout financièrement, y compris pour des PMI comme celles qui sont majoritairement présentes sur ce salon aujourd'hui. Olivier? Oui, complètement. Par exemple, chez Atoll, nous, on favorise beaucoup l'open source, comme je disais. Donc vous avez accès à des modèles, des architectures sur étagère. Ça commence. Et c'est même là depuis assez longtemps, finalement. Alors maintenant, depuis ChatGPT, on a un boom de l'IA générative avec des fournisseurs de grands modèles de langage open source français, d'ailleurs. Donc c'est très accessible, c'est très facile d'accès. Après se pose la question effectivement de comment vous l'intégrez dans votre système d'information et comment vous mettez tout ça en opération, en production, et comment vous l'exploitez de façon continue. Les coûts sont plutôt sur la gestion des données et sur la réorganisation éventuelle de la gestion de la donnée. Alors ça dépend. Si vous utilisez des fournisseurs de modèles sur le cloud, ça peut très vite chiffrer. Oui. Typiquement, on utilise des applications qu'on appelle RAG, donc c'est Retrieval Augmented Generation. Ça veut dire que plutôt que d'utiliser un modèle qui connaît tout, vous lui passez des données et vous êtes facturé sur le nombre de données que vous lui passez. Donc, on peut comme ça créer une mécanique qui fait que ça peut très vite chiffrer. Et on perd la maîtrise de ces données. Et on perd la maîtrise potentiellement de ces données. Ouais, tout à fait. Aurélien, chez Savoie, le surcoût est significatif pour une entreprise qui souhaite
opter pour adopter votre module? Alors le coût en soi, ça veut rien dire. Pour nous, hein, la notion qui est importante, celle de retour sur investissement, oui. C'est si on lui fait payer quelque chose, qu'est-ce qu'il va y gagner. Oui. Et donc sur les différents domaines hein, qu'on regarde à chaque fois, le critère décisif pour prendre une décision, c'est quelle est la valeur qu'on va réussir à générer, et puis ensuite quels sont les coûts évidemment qui sont derrière. On se rend compte que sur tout un tas d'applications, on a quand même un bénéfice qui peut aller bien au-delà des coûts qu'on va engendrer. Mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, rentrer dans cette démarche d'intelligence artificielle, c'est vraiment rentrer dans un processus de transformation. Et souvent, on se rend compte sur la maintenance prédictive, par exemple, que on part sur un cas d'usage en se disant ça va être un super cas d'usage pour mettre de l'intelligence artificielle. On va pouvoir apporter de la valeur au client avec ça. Et au final, en explorant le problème vraiment jusqu'au fond, on se rend compte qu'en collectant des données pertinentes, qu'en les traitant de façon tout à fait classique, pertinemment, on peut déjà offrir 90% voilà, du service, et que peut-être que ce use case n'était pas le bon pour l'intelligence artificielle. Et ça, l'idée, c'est d'exprimer le fait que rentrer dans cette démarche de transformation, c'est bénéfique pour les entreprises, même si au final, la réponse, c'est pas toujours de mettre du machine learning au final. Donc faire un diagnostic extrêmement précis, ça c'est en tout cas le conseil, si je comprends bien, que vous partagez. Vous confirmez qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui gagnent plus d'argent, c'est-à-dire qui sont plus compétitives, plus performantes grâce à l'IA. Ça y est, on en est là. Tout à fait. Si on regarde juste l'aspect dématérialisation, on gagne beaucoup de temps en fait sur notre capacité à interagir avec notre corpus documentaire. Donc en fait, juste en termes de ressources humaines allouées à certaines tâches chronophages, on peut beaucoup gagner. Mais par contre, c'est pas du tout trivial. C'est pas quelque chose qui arrive facilement. Il y a vraiment toute une phase justement de définition de l'objectif métier, comme on disait tout à l'heure. Et cette phase-là, elle est vraiment excessivement critique. Dernière question que je partage entre vous, c'est presque une question de bac philo. C'est une révolution qui est en route, ou c'est seulement la continuité? Parce que vous évoquiez tout à l'heure, Olivier, le fait que pour vous, c'était finalement dans la continuité de ce que vous faites depuis toujours. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est dans la continuité, ou c'est une révolution, c'est un changement de paradigme de votre point de vue? De mon point de vue, c'est un peu les deux. Il y a une évolution technologique. Oui. C'est parce que, comme on disait tout à l'heure, l'IA, ça reste un domaine assez académique à la base, qui a plus de 70 ans maintenant, et qui évolue en permanence. Par contre, on a quand même une révolution qui est plus marketing. C'est ce 30 novembre 2022. Tout le monde peut utiliser ChatGPT. Tout le monde peut faire de l'IA générative. 100 millions d'utilisateurs en 5 jours. Et donc là, tout le monde se met à parler d'IA, à faire de l'IA. Mais elle était déjà là depuis 70 ans finalement. Aurélien, les entrepôts logistiques de demain seront-ils radicalement différents de ceux d'aujourd'hui parce qu'on aura installé de l'IA dedans? Oui, je pense. Ouais. Donc, je rejoins ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire que pour moi, on est vraiment sur une accélération plus qu'un saut technologique vraiment dans ce qu'on observe sur les modèles d'IA. Par contre, sur leur utilisation, je pense qu'on peut amener un changement de paradigme dans l'entrepôt, vraiment d'un entrepôt qui est un objet réactif, paramétré, etc., à un entrepôt capable, voilà, d'anticipation, etc. Et on pense chez Savoie que c'est la qualité du cerveau qu'on mettra dans l'entrepôt qui sera notre différenciant demain sur le marché. Adeline, en tant que référente IA, vous accompagnez les entreprises dans leur transformation. Cette transformation, elle va jusqu'où? C'est une transformation ou c'est plus que ça? Alors, nous accompagnons et fluidifions, orientons l'entreprise vers les bons accompagnateurs des solutions IA. Voilà. Notre rôle, c'est d'identifier celles qui souhaiteraient se lancer dans une acculturation, une réflexion et un déploiement IA, et après leur donner les meilleures clés, les meilleures prestations pour justement accompagner cette solution. Voilà. Et je rejoins ce que disaient également ces deux messieurs. L'IA n'est pas une révolution en soi parce qu'elle existe depuis très très longtemps. On a des capacités de calcul aujourd'hui qui font que ça s'est accéléré. Mais moi, je crois beaucoup en fait à une forme de productivité différente et d'approche différente. Et c'est cette réflexion qui est intéressante en fin de compte. Et pour ça que les entreprises industrielles, PME ou ETI, doivent vraiment s'intéresser au sujet. Et je terminerai par ce fameux triptyque que j'aime beaucoup, c'est-à-dire connaissance de l'IA, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA, hein, connaissons d'abord ce que c'est l'IA et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Ayons confiance en l'IA en fonction de son besoin spécifique pour une PME ou pour une ETI. Et après, déployons
si c'est vraiment pertinent de déployer. Voilà. L'IA, allez-y, allons-y, mais pas n'importe comment. Il y a des experts, il y a des compétences aujourd'hui dans notre région, donc sachons s'appuyer sur elles pour développer une IA intelligemment. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Bonne journée Merci. et bon salon. Merci. Merci.